Vous ne savez même pas ce qu'est une vendangeuse, hurla le millionnaire en riant, tout en repoussant la mécanicienne loin de la machine de 3 millions d'euros. Les ingénieurs se moquèrent, la traitant de curieuse d'atelier, mais quand Iris posa sa main sur le métal et dit froidement « Je peux entendre d'ici ce que vous n'avez pas vu », même les vignes se turent. Et l'instant suivant, quelque chose se produisit qui fit reculer le millionnaire comme s'il avait vu un fantôme. « Et mon ami, fais-nous plaisir, abonne-toi à la chaîne et dis-nous dans les commentaires de quelle région de France tu regardes cette histoire. Je t'attends. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée lors d'une nuit d'octobre à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse. Une de ces histoires qui nous touche, qui nous fait remettre en question tant de choses sur la façon dont nous jugeons les gens. Quand j'ai appris ce qui s'est passé, j'y ai pensé pendant des jours. Comment peut-on être aussi aveugle? La nuit était étouffante ce mardi-là. Le genre de chaleur humide qui colle à la peau et ne vous laisse aucun répit, même quand le soleil se couche. Au domaine Saint-Jérôme, les lumières de la salle d'opération restaient allumées depuis 22 heures la veille. Et ce n'était pas pour célébrer une quelconque victoire, c'était de la panique pure. Ce genre de désespoir silencieux qui s'installe quand vous savez que vous perdez une fortune à chaque minute qui passe. Au milieu du vignoble, sous la lumière jaunâtre des projecteurs qui ressemblaient à des soleils artificiels perçant l'obscurité, se tenait la raison de tout ce chaos, une vendangeuse New Holland Broad 9400X, une machine imposante, un monstre de métal rouge de 18 tonnes qui coûtait exactement 3,2 millions d'euros. Pour ceux qui ne connaissent pas ces machines, imaginez un bus à 2 étages, avec des chenilles, des bras mécaniques et un moteur qui rugit plus fort qu'un avion au décollage. Cette merveille peut traiter 12 tonnes de raisin par heure. Quand elle fonctionne, bien sûr. Et elle ne fonctionnait pas. Elle était là, complètement morte, entourée de techniciens qui regardaient cette immensité de métal comme s'ils se trouvaient face à une énigme impossible. Le silence de la machine était perturbant. Là où aurait dû se faire entendre le ronronnement caractéristique du moteur FPT de 330 chevaux, il n'y avait que le chant lointain des grillons et le murmure nerveux des hommes autour. Le directeur de production, debout dans la salle d'opération, regardait la carte des vendanges avec une expression dévastée. C'étaient 280 hectares de raisins mûrs au point exact de sucre, attendant d'être récoltés. Et les prévisions météorologiques ne laissaient aucune place à l'optimisme. Pluies abondantes dans 3 jours. Si ces raisins n'étaient pas récoltés avant l'arrivée des pluies, la perte serait catastrophique. Le raisin mouillé perd du sucre, pourrit plus vite, complique la logistique. Chaque heure avec cette machine à l'arrêt représentait 25 000 € qui s'envolaient. Hector Sampaio Villela fut réveillé à 3h30 du matin par l'appel que tout PDG redoute. À 41 ans, il dirigeait le domaine que son grand-père avait fondé en 1977 de ses propres mains, en commençant avec une seule parcelle de vigne et un prêt qui avait failli ruiner la famille. Grand-père Jérôme, qui avait donné son nom au domaine, était décédé 5 ans auparavant, laissant à Hector non seulement un empire viticole, mais aussi une réputation de 47 ans sans une seule vendange perdue. Hector était fier de cet héritage. Diplômé en gestion d'HEC Paris, il avait apporté au domaine des méthodes de gestion modernes, une technologie de pointe et un réseau de contacts internationaux qui avait étendu les affaires aux marchés asiatiques. Il était efficace, objectif et habitué à résoudre les problèmes de la manière qui avait toujours fonctionné pour les gens qui ont des ressources. Embaucher les meilleurs, payer ce qui était nécessaire et attendre des résultats rapides. C'est pourquoi sa première réaction en recevant la nouvelle de la vendangeuse à l'arrêt fut pragmatique et directe. À 4 heures du matin, il était déjà au domaine en costume-cravate, cheveux parfaitement coiffés même à cette heure insensée. Convoquant une réunion d'urgence, il ne perdit pas de temps en lamentations, prit le téléphone et en 15 minutes avait mobilisé une équipe de 3 ingénieurs mécaniciens spécialisés en machines agricoles venus de Paris. Tous allemands, tous avec des décennies d'expérience en équipement New Holland. Le coût,
80 000 € pour les amener en hélicoptère. Mais Hector ne scia même pas en autorisant le paiement. Le temps, c'est de l'argent. Et il perdait les deux. La salle de réunion principale du domaine commença à se remplir à 5h15 du matin. L'immense table en acajou poli, héritage du grand-père Jérôme, fut entourée d'hommes en costume, tous tenant des tablettes allumées, des tasses de café forts et des expressions graves. Les ingénieurs allemands étaient déjà là avec leurs serviettes en cuir et leurs ordinateurs portables remplis de schémas techniques. La direction du domaine était également présente. Oncle Amaro, le directeur financier de 58 ans, cousin Claude, responsable de la logistique, et Reynald, le directeur commercial, qui recevait déjà des appels furieux de distributeurs réclamant les livraisons en retard. Au milieu de ce décor corporatif impeccable, Genest Ferreira se sentait déplacé. À 63 ans, avec un visage marqué par le soleil de 4 décennies de travail en plein air, il était le responsable de la maintenance du domaine depuis qu'Hector était un petit garçon courant entre les vignobles. Genest connaissait chaque boulon, chaque tuyau, chaque secret de cette propriété. Il avait ce genre de connaissance qui ne vient pas d'une école, mais d'années les mains sales de graisse, réparant, ajustant, improvisant des solutions quand les pièces d'origine mettaient des semaines à arriver. Et Genest connaissait quelqu'un qui, selon lui, pourrait résoudre ce problème avant que le domaine ne fasse faillite. C'est pourquoi, sans demander l'autorisation à Hector, parce qu'il savait qu'il ne l'obtiendrait pas, il fit un appel à 5 heures du matin. La voix à l'autre bout du fil répondit à la deuxième sonnerie, déjà réveillée. « Iris, c'est Genest. Tu te souviens de cette vendangeuse du domaine Sainte-Anne que personne n'arrivait à réparer l'année dernière ?» De l'autre côté de la ligne, Iris Tavares était assise dans la minuscule cuisine de sa maison à Orange, à 40 km de Châteauneuf-du-Pape. Elle était déjà réveillée depuis 2 heures, comme toujours, quand elle avait une machine complexe en tête. Sur la table devant elle, éclairée par la lampe fluorescente clignotante, était ouvert un manuel technique en anglais de 847 pages sur les systèmes hydrauliques des vendangeuses agricoles. Ce n'était pas une lecture de loisir, c'était une vraie étude. Le genre d'étude qu'elle faisait religieusement chaque aube avant le lever du soleil. À 27 ans, Iris avait un visage que le travail difficile avait marqué avant l'heure, non pas avec des rides, mais avec cette expression de quelqu'un qui porte des responsabilités silencieuses. Ses mains étaient petites, délicates même, mais pleines de cales stratégiques et de petites cicatrices de brûlures de soudure et de coupures de métal. Ses cheveux foncés étaient toujours attachés en queue de cheval serrée, non pas par coquetterie, mais parce que les cheveux détachés près des machines sont dangereux. Elle portait un sweatshirt délavé de la marque Caterpillar qu'elle avait acheté dans une friperie, et un pantalon de travail avec des taches permanentes d'huile qu'aucun lavage ne pouvait complètement enlever. « Je m'en souviens, monsieur Genest, » répondit-elle, imaginant déjà où cette conversation allait mener. « Alors, on a un gros problème ici au Saint-Jérôme. Vendangeuse New Holland Broad 9 90X, arrêtée depuis 6 heures. Les techniciens de New Holland eux-mêmes sont ici et n'arrivent même pas à faire un diagnostic. Je sais que tu es loin de ton territoire, mais tu peux jeter un œil ?» Iris ferma le manuel, calculant déjà mentalement. Broad 9086, modèle récent. Système hydraulique complexe avec valve proportionnelle électronique. Intégration CAN-bus. Multiples circuits indépendants. Difficile, mais pas impossible. Elle connaissait ce modèle par cœur. Elle avait passé 3 mois à étudier chaque détail quand elle avait appris que les domaines de la région achetaient ces machines. Même si elle n'avait jamais travaillé directement sur une, elle en savait plus sur la Broad 9096 que beaucoup de gens qui avaient un diplôme accroché au mur. « Je peux, monsieur Genest. Laisse-moi prendre mes outils et je pars dans 20 minutes. » Quand elle raccrocha, Iris resta immobile un moment, regardant ses mains. Elle savait exactement ce qu'elle allait trouver.
des hommes en costume doutant d'elle avant même qu'elle n'ouvre la bouche, des regards de haut, des questions condescendantes sur son expérience réelle, ce sourire faux qui dit « Laisse les hommes s'en occuper, ma petite ». Elle connaissait ce scénario par cœur parce qu'elle l'avait vécu plus de 50 fois. Mais ce n'était pas par fierté qu'elle y allait, c'était parce qu'elle savait qu'elle pouvait aider. Et parce qu'au fond, chaque fois qu'elle réparait ce que d'autres considéraient comme impossible, elle prouvait quelque chose, non pas à eux, mais à elle-même, que les connaissances qu'elle avait construites seule, page par page, schéma par schéma, valaient autant que n'importe quel diplôme. Elle se leva, prit sa combinaison bleue accrochée à la chaise, la même qu'elle utilisait depuis 4 ans, rapiécée à 2 endroits mais toujours solide, et l'enfila par-dessus ses vêtements. Elle chaussa ses bottes en caoutchouc usées qui portèrent des marques de soudure sur le côté, prit sa boîte à outils, ce coffre en métal rouge délavé qui pesait 35 clés et renfermait non seulement des clés et des pinces, mais des pièces rares qu'elle collectionnait de machines abandonnées, des valves de rechange, des joints de modèles discontinués. C'était sa bibliothèque portable de solutions. Avant de partir, Iris regarda la photo encadrée accrochée au mur du salon. Son père, Joseph Tavares, en combinaison de mécanicien souriant à côté d'un tracteur Massey Ferguson qu'il venait de réparer. Il était décédé quand elle avait 19 ans, victime d'un anévrisme soudain qui n'avait donné ni avertissement ni chance. Il était mécanicien de tracteur, travaillait dans une ferme à Châteauneuf-du-Pape et c'était lui qui avait appris à Iris les premières choses sur les moteurs. Ma fille, les machines ne mentent pas. Si tu écoutes bien, elle te dit où ça fait mal. C'était son père qui l'emmenait à l'atelier depuis ses 12 ans quand sa mère était partie avec un autre homme et n'était jamais revenue. C'était lui qui avait appris à Iris à tenir un tournevis avant de lui apprendre à tenir du maquillage. C'était lui qui lui avait acheté, avec de l'argent compté, le premier manuel technique en anglais et un dictionnaire pour qu'elle traduise mot à mot. « Tu es plus intelligente que tous ces ingénieurs au diplôme cher, » disait-il. « Il te manque juste l'occasion de le prouver. » Iris quitta la maison à 5h40, conduisant sa camionnette Peugeot J5 de 1994, blanche, avec des taches de rouille, dont elle avait elle-même refait le moteur. La route d'Orange à Châteauneuf-du-Pape était vide à cette heure, seulement quelques camions chargés de raisins se dirigeant vers les caves. Le ciel commençait à s'éclaircir très légèrement à l'horizon, cette lumière grise qui précède l'aube. Elle arriva au domaine Saint-Jérôme à 6h15. Le portail principal était imposant, avec le nom du domaine en lettres dorées, et le blason de la famille Villela gravé dans le métal. Le gardien la regarda avec méfiance quand elle dit qu'elle avait été appelée pour une consultation technique. « Madame, vous avez un document d'identification professionnelle ?» demanda-t-il. Iris montra sa carte d'identité. C'est tout. Elle n'avait pas de carte professionnelle, pas d'inscription à un ordre quelconque. Elle n'avait que des connaissances et une réputation construite de bouche à oreille dans des ateliers de bord de route. Le gardien hésita, mais appela Geneste, qui confirma et lui dit de la laisser entrer. Iris gara sa J5 usée entre 3 Mercedes-Benz argentées étincelantes et une BMW noire. La différence était si criante qu'elle en était presque comique. Elle prit sa boîte à outils, respira profondément et se dirigea vers le bâtiment administratif. La salle de réunion était au 2e étage. Quand Iris ouvrit la porte vitrée fumée, ce qu'elle vit confirma exactement ce à quoi elle s'attendait. Une immense table entourée d'hommes en costume, des tablettes brillantes, des graphiques projetés sur un écran géant. La climatisation était si forte qu'elle sentit le contraste avec la chaleur dehors. Odeur de café cher et de Cologne importée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Hector Sampaio Villela était debout, dos tourné, analysant une projection financière, quand il entendit la porte s'ouvrir. Quand il se retourna et vit Iris, combinaison bleue tachée de graisse, bottes en caoutchouc, boîte à outils usée à la main, cheveux attachés en queue de cheval simple, sa première expression fut de confusion puis d'irritation. « Geneste »
dit-il, regardant le responsable de la maintenance, avec ce ton qui indique clairement que quelqu'un a commis une erreur. J'ai demandé des techniciens spécialisés de New Holland. Je n'ai pas demandé quelqu'un qui répare les tracteurs de ferme. Il ne regarda même pas directement Iris en parlant, comme si elle était invisible, comme si elle ne méritait même pas d'être reconnue directement. Iris sentit le coup familier dans l'estomac, ce mélange d'humiliation et de colère qu'elle avait appris à ravaler. Mais elle ne dit rien, marcha simplement calmement vers une chaise vide dans un coin de la salle, loin de la table principale, posa sa boîte à outils au sol avec un bruit métallique sourd et s'assit. Elle ouvrit son carnet de notes, un de ses cahiers universitaires bon marché, avec une couverture rigide bleue, remplie de diagrammes dessinés à la main, de notes en français et en anglais mélangés, de calculs de pression hydraulique et de spécifications techniques. La réunion se poursuivit comme si elle n'existait tout simplement pas. Les ingénieurs allemands commencèrent leur présentation avec cette confiance typique de ceux qui sont habitués à être écoutés avec révérence. Klaus Schneider, le plus vieux des trois, 58 ans, cheveux grisonnants parfaitement taillés, connecta son ordinateur portable à la projection et commença à parler en français avec un accent marqué mais technique et précis. D'après les symptômes rapportés par l'opérateur, perte soudaine de pression hydraulique dans le système de levage de la plateforme, sans aucune alerte sur le tableau de bord, notre analyse préliminaire pointe vers 3 possibilités principales. Il cliqua sur la télécommande et un schéma complexe du système hydraulique apparut à l'écran. Première hypothèse, défaillance du bus CAN qui intègre les modules de contrôle électronique. Deuxième, problème dans le module ECU principal qui gère la distribution de pression. Troisième, dommage mécanique dans la transmission Power Shift qui causerait une interférence dans le circuit hydraulique secondaire. Hector hochait la tête, clairement impressionné par le vocabulaire technique et les schémas sophistiqués. Son oncle Amaro posait des questions spécifiques sur les coûts de remplacement de chaque composant. Les autres ingénieurs complétaient avec des analyses sur le temps de réparation et la disponibilité des pièces. C'était une symphonie corporative où tous jouaient leur partie avec une précision répétée. Dans le coin de la salle, Iris écoutait tout avec une attention croissante. Elle connaissait ce modèle comme sa poche, et plus les Allemands parlaient, plus elle était sûre qu'ils cherchaient au mauvais endroit. Les symptômes décrits, perte soudaine sans alerte au tableau de bord, ne correspondaient pas à une défaillance électronique. Les systèmes CAN-bus, quand ils tombent en panne, génèrent des codes d'erreur. L'ECU a de multiples redondances. Et la transmission Power Shift n'interfère pas avec les circuits hydrauliques de levage, parce que ce sont des systèmes complètement isolés. Elle se pencha en avant, attendant un moment approprié dans la conversation. Quand Klaus fit une pause pour boire de l'eau, Iris commença à parler gardant la voix calme mais ferme. « Excusez-moi, mais d'après les symptômes décrits par l'opérateur, la perte soudaine de pression dans le système de levage de la plateforme sans alerte au tableau de bord, je crois que le problème peut se trouver dans une valve proportionnelle secondaire qui contrôle le flux auxiliaire. Cette valve spécifique n'est pas intégrée au système de surveillance principal, donc une obstruction en elle ne générerait pas d'alerte au... Hector l'interrompit d'un geste brusque de la main, comme quelqu'un qui chasse une mouche gênante. Sa voix sortit chargée de condescendance. « Excusez-moi, mais nous discutons de systèmes hydrauliques haute pression dans des équipements de millions d'euros. Vous avez une expérience certifiée avec les vendangeuses New Holland Broad 9000K40X spécifiquement ?» Iris respira profondément. Cette question, toujours cette question, comme si la connaissance ne valait que quand elle venait avec un beau certificat. Pas avec ce modèle exact en opération, monsieur Villela, mais les principes hydrauliques sont universels dans toutes les vendangeuses de grande taille, et j'ai étudié spécifiquement les manuels techniques complets de la Broad 9090X, y compris les bulletins de service qui... Hector la coupa à nouveau, maintenant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Ce sourire poli que les gens riches utilisent quand ils veulent être cruels sans perdre leur contenance. Les principes sont une chose, ma petite. L'expérience certifiée et des années de travail spécialisé en sont une autre complètement différente. J'apprécie votre disposition à aider, mais laissez les vrais professionnels travailler, s'il vous plaît. Le terme « ma petite » tomba dans la salle comme une pierre dans une flaque d'eau stagnante. Quelques hommes autour de la table s'entre-regardèrent mal à l'aise, mais personne ne dit absolument rien. Geneste, assis près de la porte, serra les poings sous la table, mais resta silencieux. Il connaissait Hector depuis assez longtemps pour savoir que le contredire publiquement ne ferait qu'empirer les choses. Iris sentit le sang monter à son visage, ce mélange de honte et de colère qui fait physiquement mal à la poitrine. Mais elle avait appris, au fil des années, à subir ce genre de mépris, qu'exploser ne servait à rien. Cela ne faisait que confirmer ce qu'il pensait déjà, qu'elle était trop émotive, non préparée, inadéquate. Alors elle hocha simplement légèrement la tête et se rassit, ouvrant son carnet de notes comme si rien ne s'était passé. La réunion se poursuivit pendant 2 heures de plus. Les ingénieurs allemands détaillèrent les plans de démontage systématique de la vendangeuse, en commençant par les modules électroniques et en progressant vers les composants mécaniques. Ils parlèrent de délais, 3 à 4 jours de travail intensif. Hector autorisa tout sans sourciller, signant des bons de commande pour des pièces de rechange qui totalisaient 180 000 €. Après tout, qu'étaient 180 000 € comparés aux 18 millions qu'il perdrait s'il ne récoltait pas les raisins à temps. Vers 8 heures du matin, l'une des secrétaires entra dans la salle, apportant un plateau argenté avec du café frais dans un thermos en verre chair, des tasses en porcelaine blanche avec le blason du domaine et un plat de viennoiserie, croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes. L'odeur de café fraîchement fait remplit la salle. Hector, sans lever les yeux des documents qu'il révisait avec son oncle Amaro, fit un geste vague dans la direction d'Iris. Il ne la regarda même pas, pointa simplement avec le stylo cher qu'il tenait. « Puisque vous êtes là sans rien faire de productif, vous pouvez servir le café aux ingénieurs ?» Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait aspirer l'air de la salle. Même Klaus, qui était au milieu d'une phrase, s'arrêta de parler. La secrétaire qui avait apporté le plateau se figea les mains tenant toujours le thermos, regardant d'Hector à Iris avec une expression horrifiée. Cette fois, ce ne furent pas seulement quelques regards mal à l'aise. Geneste se leva de sa chaise, indigné, mais avant qu'il ne puisse parler, Iris répondit. Sa voix sortit basse, contrôlée, mais chaque mot chargé de dignité blessée. « J'ai été appelée ici comme consultante technique, monsieur Villela, pas comme serveuse. Mais si vous voulez que je parte, je peux partir maintenant. Je ne suis venu que parce que Geneste l'a demandé, parce qu'il pensait que je pourrais aider à sauver ce domaine de la perte qui se rapproche à chaque minute. Mais clairement, vous n'avez pas besoin de mon aide. Vous êtes absolument certain que ces professionnels très chers vont tout résoudre. » Ce fut la première fois qu'Hector la regarda vraiment directement. Et ce qu'elle vit dans ses yeux la blessa encore plus que les mots. C'était un mélange d'amusement et de mépris authentique, comme si elle était une enfant têtue qui ne comprenait pas sa place dans le monde. « Consultante technique ?» Il rit. Un rire court et sec. « Jeunesse devient vieux et sentimental, je pense. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots pour ne pas être trop grossier. « Je ne veux pas être impoli avec vous. Je suis sûr que vous êtes très compétente pour réparer des tracteurs et des camionnettes, mais ici, c'est un tout autre niveau. C'est une machine de 3,2 millions d'euros avec des systèmes intégrés qui ont coûté des décennies d'ingénierie pour être développés. Vous pensez vraiment, honnêtement, que vous pouvez résoudre ce que ces ingénieurs, avec des décennies d'expérience et des certifications internationales, ne peuvent pas? Vous ne savez même pas ce qu'est une vraie vendangeuse de raisins. » Cette dernière phrase tomba sur Iris comme un seau d'eau glacée. Vous ne savez même pas ce qu'est une vraie vendangeuse de raisins, comme si tous ces mois à étudier des manuels techniques jusqu'à 3 heures du matin
ne signifiaient rien. Comme si toutes ces connaissances qu'elle avait construites, ligne par ligne, schéma par schéma, ne valaient absolument rien parce qu'elles ne venaient pas emballées dans un diplôme cher d'une université étrangère. Mais Iris n'allait pas abandonner sans au moins essayer de laisser sa contribution. Elle avait passé la nuit précédente, pendant qu'Hector dormait dans son manoir climatisé, à rechercher des bulletins techniques et des rappels spécifiques du modèle Broad 980X. Elle avait identifié 3 schémas de défaillance courants qui correspondaient parfaitement aux symptômes décrits. Elle avait écrit un rapport technique à la main avec des schémas, des explications détaillées et des séquences de diagnostic. Elle prit les feuilles du cahier. C'étaient 5 pages écrites avec une belle écriture, incluant des dessins techniques qu'elle avait faits avec une règle et un compas. Elle se leva et marcha jusqu'à la table principale, tendant les feuilles à Hector. « Monsieur Villela, je sais que vous n'avez pas confiance en moi, mais au moins jetez un œil à ceci. Ce sont 3 possibilités de défaillance basées sur des bulletins techniques de New Holland elle-même, avec les séquences de diagnostic qui... » Hector prit les feuilles. Il les regarda rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est parce qu'il les regarda vraiment à peine. Ses yeux passèrent sur les pages sans vraiment lire une seule ligne. Et puis, dans un geste qu'Iris n'oublierait jamais de toute sa vie, il déchira le rapport en 2, juste devant tout le monde. Le son du papier se déchirant résonna dans la salle silencieuse. « Ça, c'est une perte de temps », dit-il en jetant les morceaux déchirés sur la table. J'ai amené de vrais spécialistes qui ont étudié dans de vraies universités et travaillent pour de vraies entreprises. Je n'ai pas besoin de théories écrites à la main par quelqu'un qui a appris la mécanique en réparant des coccinelles. Vous pouvez vous retirer. Merci d'être venu, mais vos services ne sont pas nécessaires. Geneste ne put plus se contenir. Hector, c'est absurde. Iris est l'une des meilleures... Geneste. Hector se tourna vers lui avec des yeux flamboyants. « Vous avez déjà dépassé vos limites en l'amenant ici sans mon autorisation. N'empirez pas les choses. Retournez au terrain et supervisez ce que les techniciens font sur la machine. » C'était un ordre clair. Et Geneste, avec 40 ans de loyauté pesant sur ses épaules, baissa la tête et obéit. Mais avant de sortir, il regarda Iris avec une expression qui disait « Désolé, j'ai essayé ». Iris ramassa sa boîte à outils lentement. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de colère contenue. Elle regarda une dernière fois Hector, qui avait déjà reporté son attention sur les graphiques projetés à l'écran, comme si elle avait cessé d'exister. « Quand les vrais spécialistes échoueront, dit-elle, et sa voix sortit ferme malgré la tempête émotionnelle qu'elle ressentait à l'intérieur, et ils vont échouer parce qu'ils cherchent au mauvais endroit, cherchant des problèmes complexes, quand la solution est simple, vous savez où me trouver, Geneste à mon numéro. » Elle sortit de la salle sans regarder en arrière, descendit les escaliers du bâtiment administratif avec la boîte à outils cognant contre sa jambe à chaque marche, passa par le hall luxueux avec sol en marbre et tableaux chers au mur, sortit vers le parking où sa JS5 usée était garée entre les voitures de luxe. Ce n'est que quand elle entra dans la cabine de la camionnette, ferma la porte et se retrouva seule qu'Iris permit à une seule larme de couler sur son visage. Une seule parce que pleurer n'a jamais réparé aucun moteur. Et elle avait appris ça très tôt dans la vie. Elle conduisit de retour vers Orange en silence, sans allumer la radio. La route était plus animée maintenant, avec le jour complètement levé. Des camions de raisin, des voitures allant au travail, la vie normale de gens normaux qui n'avaient pas été publiquement humiliés par un homme riche qui pensait que l'argent et le diplôme étaient synonymes d'intelligence. À la maison, Iris n'alla pas dormir, malgré l'épuisement. Elle alla directement à son petit atelier improvisé dans le garage, un espace exigu, avec un établi en bois, des outils accrochés au mur, des pièces de machine empilées sur des étagères. Là, elle prit son exemplaire du manuel technique complet de la New Holland Broad 9080X. 847 pages qu'elle avait achetées d'occasion sur Internet pour 380 €, une fortune à l'époque.
Elle ouvrit à la section des systèmes hydrauliques et commença à réviser pour la 10e fois chaque valve, chaque circuit, chaque point de défaillance possible. Parce qu'Iris savait quelque chose qu'Hector ne savait pas. Elle savait qu'elle avait raison. Et quand ses ingénieurs chers échoueraient, et ils allaient échouer, Hector n'aurait d'autre choix que d'avaler sa fierté et de l'appeler à nouveau. Pendant ce temps, au domaine Saint-Jérôme, les 3 ingénieurs allemands avaient commencé le travail de démontage systématique de la vendangeuse. Ils montèrent une structure avec des tentes, un éclairage professionnel et des tables pleines d'outils spécialisés autour de la machine à l'arrêt. Ils commencèrent par les modules électroniques connectant des ordinateurs portables au système de diagnostic, exécutant des tests de circuit, vérifiant les codes d'erreur. 12 heures plus tard, première conclusion, tous les systèmes électroniques fonctionnaient parfaitement, aucun code d'erreur. Le CAN-bus était impeccable, le CU répondait à toutes les commandes. Ils passèrent alors au système hydraulique, démontèrent l'ensemble de la pompe principale, un travail de 6 heures qui nécessita des grues spéciales. Vérifièrent la transmission Power Shift, mesurèrent les pressions à chaque point du circuit, remplacèrent des valves, changèrent des filtres, reprogrammèrent des contrôleurs. 72 heures plus tard, 3 jours entiers, la vendangeuse restait morte, complètement morte. Et les pluies étaient prévues pour arriver dans moins de 48 heures. La 3e nuit, le bureau d'Hector ressemblait à une zone de guerre corporative. Des papiers éparpillés sur le bureau, des tasses de café vides accumulées, la climatisation travaillant au maximum pour combattre la chaleur qui ne donnait aucun répit, même la nuit. Il était assis dans le fauteuil en cuir qui avait été à son grand-père Jérôme, regardant les chiffres sur l'écran d'ordinateur qui semblait crier son incompétence. Pertes projetées, 18,3 millions d'euros. Contrats annulés, 7 distributeurs. Réunion d'urgence de la direction convoquée pour le lendemain, où il questionnerait certainement son leadership. Son oncle Amaro lui avait déjà envoyé 3 messages, disant que son grand-père n'aurait jamais laissé cela arriver. À 23 heures, la porte du bureau s'ouvrit sans que personne ne frappe. Geneste entra avec une expression déterminée qu'Hector ne lui avait jamais vue. Et Geneste n'était pas seul. Il amenait avec lui Mario, l'opérateur vétéran de la vendangeuse, et Sébastien, un autre mécanicien du domaine. « Vous devez avaler votre fierté et appeler Iris », dit Geneste sans détour. Hector se leva de la chaise, fatigue et frustration explosant en colère. « Cette fille, Geneste, j'ai les 3 meilleurs ingénieurs spécialisés en New Holland d'Europe du Sud ici. J'ai dépensé 80 000 euros pour les faire venir, plus 180 000 euros en pièces. Et vous voulez que j'appelle une mécanicienne d'atelier de bord de route qui n'a jamais même travaillé sur une de ces vendangeuses. Cette fille, Geneste éleva la voix pour la première fois en 40 ans de loyauté, a sauvé la vendangeuse du domaine Sainte-Anne à Orange, quand 3 équipes certifiées ont abandonné. Elle a réparé le tracteur à chenilles de la ferme Bellevue qui était arrêté depuis 8 mois et personne ne découvrait le problème. J'ai vu cette femme identifier une défaillance dans un système hydraulique CAS-IH juste en écoutant le bruit du moteur pendant 30 secondes. Elle a un don, Hector, un vrai don. Et vous l'avez humiliée, déchiré son travail devant tout le monde, l'avez traitée comme si elle était invisible, tout ça parce qu'elle n'a pas un diplôme cher accroché au mur. Mario, l'opérateur, fit un pas en avant. « Monsieur Hector, avec tout le respect dû, j'étais dans cette salle. La façon dont vous l'avez traitée, c'était mal. Et le pire, c'est que je pense qu'elle savait exactement quel était le problème. On le voyait dans ses yeux. » Sébastien compléta. « La fille est bonne, monsieur Hector. Tout le monde dans la région le sait. Si votre fierté brise ce domaine, ce sera difficile de vous regarder dans le miroir. » Hector resta silencieux pendant une longue minute. Il regarda les 3 hommes devant lui. Des hommes qui connaissaient les machines, qui travaillaient avec leurs mains, qui comprenaient vraiment la mécanique.
Puis il regarda l'écran d'ordinateur avec les chiffres dévastateurs. Puis le portrait de son grand-père Jérôme au mur, cet homme qui avait tout construit à partir de zéro, qui connaissait chaque centimètre de cette terre. À 2 heures du matin, les mains tremblant légèrement, Hector prit le téléphone. Iris répondit à la 2e sonnerie. Elle était réveillée, assise à l'établi du garage, avec le manuel de la Broad 9000X, ouvert à la page 634. Système hydraulique auxiliaire. Elle savait que cet appel viendrait. C'était juste une question de temps. Iris Tavares? La voix d'Hector était différente, plus petite, moins confiante. Moi-même, j'ai besoin que vous reveniez, s'il vous plaît. Iris resta silencieuse pendant 10 secondes, le laissa sentir le poids de ses mots, puis répondit. J'accepte de revenir avec 3 conditions non négociables. Hector avala difficilement. Vous pouvez parler. Première, je travaille seul sur la machine pendant au moins 30 minutes, sans personne regardant par-dessus mon épaule, sans ingénieurs allemands me questionnant, sans interférence. Deuxième, si je répare, vous me payez exactement les mêmes 80 000 € que vous avez payés pour faire venir ces ingénieurs. Troisième, vous réunissez la même direction qui était dans cette salle de réunion et vous présentez des excuses publiquement pour la façon dont vous m'avez traité. Hector ferma les yeux. Chaque mot était un coup de poignard dans sa fierté, mais il n'avait pas le choix. J'accepte les 3. Je serai là dans 1 heure. Quand Iris arriva au domaine à 3 heures du matin, le vignoble était illuminé comme en plein jour. La vendangeuse restait arrêtée, entourée maintenant d'équipements de démontage. Hector était là avec Geneste et les 3 Allemands, qui semblaient épuisés et vaincus. Comme convenu, dit Hector, la voix formelle mais respectueuse. Vous avez 30 minutes seul. Nous allons rester ici à environ 50 mètres. Iris hocha la tête, monta sur la vendangeuse avec sa lampe frontale et sa boîte à outils. D'abord, elle ne fit rien, resta simplement immobile, écoutant le silence de la machine. Puis elle alluma seulement les systèmes auxiliaires, prêtant attention à chaque son, chaque vibration. Elle savait exactement où chercher. Elle savait parce qu'elle avait lu sur ce problème spécifique 3 fois dans des bulletins techniques. Valve proportionnelle VSE32, système hydraulique secondaire, position 847 du schéma. Une valve minuscule cachée derrière le châssis principal, accessible seulement par un angle impossible qui nécessitait de démonter partiellement la cabine. La plupart des techniciens ne savaient même pas qu'elle existait parce qu'elle n'était pas dans les schémas simplifiés. Avec sa clé angulaire modifiée, un outil qu'elle avait elle-même construit dans son atelier, Iris atteignit la valve. Quand elle retira la pièce, le problème était là. Un morceau microscopique de caoutchouc d'un joint détérioré, bloquant l'orifice de 2 mm. Elle nettoya avec de l'air comprimé, remplaça par une valve de rechange qu'elle avait dans sa caisse, remonta tout. 12 minutes depuis qu'elle était montée sur la machine. Elle alluma le moteur. La vendangeuse rugit de retour à la vie. Le son glorieux du moteur FPT remplit le vignoble. Le système hydraulique se pressurise parfaitement. La plateforme de coupe s'éleva douce comme de la soie. À 50 mètres derrière, Hector resta complètement paralysé. Les ingénieurs allemands s'entre-regardèrent, incrédules. Geneste sourit pour la première fois en 3 jours. Iris descendit de la machine, marcha jusqu'à Hector et tendit la main, montrant le minuscule morceau de caoutchouc. « Ça vous a coûté 18 millions, monsieur. Un morceau de joint détérioré, bloquant la valve proportionnelle secondaire VSE32. Vos ingénieurs cherchaient des problèmes complexes, parce qu'ils ont supposé que quelque chose d'aussi simple aurait déjà été vérifié. Mais parfois, la solution la plus chère a le problème le moins cher. Il suffit de savoir où chercher. » Le silence fut absolu. L'aube commençait à teinter l'horizon de rose et d'orange. Klaus Schneider, l'ingénieur allemand, le plus expérimenté, fut le premier à briser le silence. Il prit le petit morceau de caoutchouc des mains d'Iris, l'examina avec une petite loupe qu'il sortit de sa poche, puis regarda ses collègues. Ils échangèrent quelques mots rapides en allemand.
Quand Klaus se tourna vers Hector, son expression était d'une humilité professionnelle authentique. « Nous n'avons pas considéré cette valve, admit-il, la voix lourde. Elle n'est pas dans la séquence de diagnostic standard que nous avons apprise dans les formations New Holland. Elle se trouve dans une section du manuel technique complet que, honnêtement, la plupart des techniciens ne lisent jamais. Ce sont 847 pages. Nous travaillons avec les résumés exécutifs de 80 pages. Il regarda Iris avec quelque chose proche de l'admiration. « Vous avez lu le manuel complet 3 fois ?» Iris répondit simplement. « Et tous les bulletins techniques de rappel des 5 dernières années. Ce problème spécifique est apparu dans 17 unités de la Broad 980X vendue en France. New Holland a émis une alerte technique en mars de l'année dernière, recommandant une inspection préventive de cette valve toutes les 800 heures d'opération. Mais comme l'alerte n'a pas été classée comme critique, peu de gens y ont prêté attention. La direction du domaine avait commencé à arriver, attirée par la nouvelle que la machine fonctionnait. Oncle Amaro fut le premier à apparaître, encore en pyjama sous le veston qu'il avait enfilé à la hâte. Quand il vit la vendangeuse allumée avec le système hydraulique fonctionnant parfaitement, il s'arrêta au milieu du chemin et regarda Hector, avec une expression qui mélangeait soulagement et accusation. « Donc, tu as dépensé 80 000 € pour faire venir des spécialistes qui n'ont rien résolu, » dit Amaro, la voix tranchante comme un rasoir. « Tu as publiquement humilié la personne qui aurait pu résoudre ça le premier jour, et tu as presque brisé le domaine que 3 générations de notre famille ont construit par pur orgueil et préjugés. » Il marcha jusqu'à se retrouver face à face avec son neveu. « Ton grand-père Jérôme a commencé ce domaine avec ses propres mains, travaillant côte à côte avec des mécaniciens, des opérateurs, des gens simples qui savaient la valeur de la vraie connaissance. Il doit se retourner dans sa tombe en voyant son petit-fils traiter une professionnelle comme si elle était invisible, juste parce qu'elle n'a pas de nom de famille important ou de diplôme étranger. » Hector sentit chaque mot comme un coup de poing dans l'estomac, parce que c'étaient des vérités qu'il ne pouvait pas nier, ne pouvait pas gérer, ne pouvait pas acheter sa sortie. Il avait échoué. Non, techniquement. Il n'avait jamais prétendu être mécanicien, mais il avait échoué en tant que leader, en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un qui devrait honorer l'héritage du grand-père, qui valorisait les gens pour ce qu'ils savaient faire, pas pour ce qu'ils avaient sur leur CV. Il se tourna vers Iris. Pendant un long moment, il la regarda simplement. Vraiment regarda, peut-être pour la première fois. Il vit la fatigue dans ses yeux, une fatigue qui n'était pas seulement d'une nuit sans sommeil, mais d'années à supporter ce genre de manque de respect. Il vit la dignité dans sa posture, même vêtu d'une combinaison tachée de graisse. Il vit l'intelligence, la compétence, tout ce qu'il avait été trop aveugle pour voir. « Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait, » commença Hector, et sa voix sortit plus basse qu'il ne l'avait prévu. « Vous m'avez demandé 3 conditions. Je vais toutes les respecter, en commençant maintenant devant tous ceux qui sont ici. » Il se tourna vers la direction, vers les employés qui commençaient à se rassembler attirés par la nouvelle de la machine fonctionnant, vers les ingénieurs allemands, vers Geneste qui avait les yeux humides. J'ai jugé Iris Tavares sur l'apparence, l'âge, le genre et l'absence d'un diplôme cher. J'ai méprisé ses vraies connaissances parce qu'elles ne venaient pas emballées de la façon dont je l'attendais, avec un costume, un accent étranger et des certificats dorés. J'ai été arrogant et plein de préjugés, et j'ai presque détruit le travail de 3 générations de ma famille par pure stupidité et orgueil. Il respira profondément, et quand il continua, il y avait des larmes authentiques au coin de ses yeux. « Iris, vous méritiez le respect dès la première seconde où vous êtes entrée dans cette salle de réunion, et je ne vous l'ai pas donné. Je vous ai traité comme si vous n'existiez pas, comme si vos connaissances ne valaient rien. J'ai déchiré votre travail devant vous. Je vous ai humilié et je présente des excuses publiquement devant tous pour mon comportement déplorable. » Mais Iris n'était pas satisfaite seulement avec les excuses.
Elle fit un pas en avant, et quand elle parla, sa voix atteignit tous ceux présents. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond, la vérité brute. Monsieur Villela, il y a quelque chose que vous devez vraiment comprendre, pas seulement de la bouche vers l'extérieur. J'ai appris ce que je sais parce que j'ai dû l'apprendre. Je n'ai pas eu le choix. Aucune université ne m'a accepté parce que je n'avais pas l'argent pour payer des frais de scolarité de 2800 € par mois. Aucune grande entreprise ne m'a embauché parce que je n'avais pas d'expérience formelle. Et je n'avais pas d'expérience formelle parce que personne ne me donnait la première chance. Alors, j'ai fait ce que je pouvais. Elle pointa vers sa boîte à outils usée. J'ai acheté des manuels techniques d'occasion sur Internet, beaucoup en anglais, parce qu'ils étaient moins chers. J'étudiais avec un dictionnaire à côté, traduisant mot à mot, schéma par schéma. Je me levais à 4 heures du matin tous les jours pour étudier avant d'aller travailler, réparant des camionnettes dans des ateliers qui me payaient la moitié de ce qu'ils payaient aux mécaniciens hommes faisant le même travail. Elle fit une pause, et le silence était si profond qu'on pouvait entendre le vent passer à travers les vignes autour. J'achetais des machines cassées que les gens allaient jeter, de vieux tracteurs, d'anciennes vendangeuses, des équipements que personne ne voulait plus. Et je démontais tout, j'étudiais chaque pièce, je comprenais chaque système. Je suis devenu spécialiste, non pas malgré mes limitations, monsieur Villela, je suis devenu spécialiste à cause d'elle. Parce que quand vous n'avez pas l'argent pour payer des connaissances toutes faites, vous devez construire vos propres connaissances avec du sang, de la sueur et des nuits blanches. Hector écoutait. Vraiment écoutait. Peut-être pour la première fois de sa vie, écoutant quelqu'un sans filtrer à travers son préjugé de classe. Et ce qu'il entendait le remplissait de honte profonde. Et il y a des centaines de personnes comme moi, continua Iris, regardant maintenant non seulement Hector, mais toute la direction. Des milliers peut-être, des gens talentueux, dévoués, avec des connaissances profondes et réelles. Mais ils sont invisibles parce qu'ils n'ont pas le bon pédigré, le bon nom de famille, le diplôme de la bonne université. Vous ne me voyez pas parce que vous ne vouliez pas voir, parce que c'était plus facile de supposer que la compétence vient emballée dans un costume cher et un accent étranger. Geneste s'approcha, posant la main sur l'épaule d'Iris dans un geste paternel. « J'ai essayé de te le dire, Hector, mais tu n'as pas voulu écouter un vieux mécanicien non plus. » Hector hocha lentement la tête. « Vous avez raison. Vous avez tous les deux raison. Il chercha ses mots. Je dois réapprendre à voir les gens, à évaluer les vraies connaissances, et je veux commencer maintenant. » Il regarda directement Iris. « En plus des 80 000 € convenus, je veux faire une proposition formelle. Directrice technique des équipements agricoles du domaine Saint-Jérôme. Salaire de 8 000 € mensuels, autorité totale sur toutes les décisions de maintenance et d'acquisition d'équipements, votre propre équipe que vous montrez, et une demande. Aidez-moi à créer un système de recrutement où nous évaluons les gens pour ce qu'ils savent vraiment faire, pas pour les papiers qu'ils ont. » L'offre prit Iris complètement par surprise. Elle s'était attendue au paiement. Peut-être des excuses si elle avait de la chance, mais ça, c'était une vraie reconnaissance, une transformation authentique. « J'accepte, dit-elle après un moment, avec une condition supplémentaire, autonomie totale pour créer un programme de mentorat en mécanique agricole pour les jeunes sans ressources. Enseigner ce que j'ai appris seul pour que d'autres n'aient pas à souffrir autant que j'ai souffert. » Marché conclu. Hector tendit la main. Cette fois, quand Iris serra cette main, ce n'était plus la main de quelqu'un d'humilié. C'était un accord entre égaux, entre professionnels, entre êtres humains qui se voyaient enfin vraiment. 2 ans et demi après cette aube dans le vignoble, le domaine Saint-Jérôme avait une apparence différente. Pas physiquement. Les installations restaient les mêmes, les vignobles s'étendaient à perte de vue, mais il y avait quelque chose dans l'air, une énergie différente que tout visiteur pouvait sentir en entrant. C'était un samedi matin, et normalement les installations administratives seraient fermées. Mais dans la zone des hangars de maintenance,
Il y avait une activité intense. Le bruit de moteurs, des rires, des conversations animées. Le programme de mentorat en mécanique agricole qu'Iris avait créé était en pleine activité. 23 jeunes, entre 16 et 24 ans, tous de communautés défavorisées de la région de Châteauneuf-du-Pape et d'Orange, travaillaient en groupe autour de différents équipements. Une fille de 17 ans démontait un système d'injection électronique d'un tracteur Valtra sous supervision attentive. 2 garçons ajustaient la suspension d'une ancienne vendangeuse qu'Iris avait achetée spécifiquement pour la formation. Une jeune femme de 20 ans soudait une structure métallique avec une précision qui rendrait fiers des mécaniciens expérimentés. Iris circulait entre les postes de travail, guidant, corrigeant, enseignant. Elle portait le même type de combinaison que toujours, encore avec des taches de graisse, encore avec des raccommodages, mais maintenant, elle avait le blason du domaine brodé sur la poitrine, et son nom, suivi de directrice technique. Ses yeux brillaient d'une façon qu'ils ne brillaient pas 2 ans auparavant. Ce n'était pas seulement de la satisfaction professionnelle, c'était un but. « Souviens-toi toujours », disait-elle à la fille travaillant sur le système d'injection. « Les machines ne mentent pas. Si tu fais vraiment attention à ce qu'elle dit, elle te raconte exactement où est le problème. » Hector observait tout de loin, appuyé contre le chambranle de la porte du hangar. Il avait changé aussi, pas seulement dans sa façon de s'habiller le samedi, portant un jean et un polo au lieu d'un costume, mais dans quelque chose de plus profond, dans les yeux. Une humilité authentique qui n'existait pas avant. Une ouverture qui ne vient que quand on confronte ses propres démons et choisit d'être différent. Au cours des 2 dernières années et demie, sous la direction technique d'Iris, le domaine n'avait pas eu un seul arrêt non programmé d'équipement. 0. L'équipe qu'elle avait montée comptait 40 professionnels. La moitié recrutée par le nouveau système de recrutement basé sur des tests pratiques à l'aveugle, où les candidats démontraient leurs compétences sans que les évaluateurs connaissent leur diplôme, âge, genre ou toute autre information préalable. Il y avait Raphaël, 19 ans, ancien mécanicien de tracteur qui commandait aujourd'hui la maintenance préventive de toute la flotte. Il y avait Solange, ingénieur autodidacte de 52 ans, qu'aucune entreprise n'avait embauché à cause de son âge avancé, maintenant responsable des systèmes hydrauliques. Il y avait Marcel, qui avait appris la mécanique en réparant des chariots élévateurs dans un entrepôt, aujourd'hui spécialiste en diagnostic électronique. Le domaine Saint-Jérôme était devenu une référence régionale en efficacité opérationnelle. D'autres domaines envoyaient des techniciens pour des stages d'observation. Les universités demandaient à étudier le modèle de gestion technique. Et Iris recevait chaque semaine des messages de jeunes mécaniciennes de toute la France, la remerciant d'avoir prouvé que c'était possible. Geneste apparut à côté d'Hector, les deux observant le mouvement dans le hangar. Le vieux mécanicien avait pris sa retraite officiellement 6 mois auparavant, mais continuait à venir au domaine 3 fois par semaine, juste pour jeter un œil. En fait, tout le monde savait qu'il venait parce qu'il aimait cet endroit et parce qu'il était trop fier d'Iris pour rester loin. « Tu as fait la bonne chose ce jour-là, » dit doucement Geneste. « Quand tu l'as appelé, quand tu as vraiment présenté des excuses. » Hector secoua la tête. « J'ai presque tout détruit par orgueil stupide, Geneste. Si tu ne m'avais pas confronté, si tu n'avais pas insisté, je ne veux même pas y penser. Mais tu as écouté. Et plus important, tu as vraiment changé. C'est rare, Hector. Beaucoup de gens s'excusent, mais continuent à être la même personne à l'intérieur. » Iris les remarqua et marcha jusqu'où ils se tenaient. « Monsieur Hector, Camille, là-bas, la fille de 17 ans, vient de diagnostiquer toute seule un problème dans le module ECU que 3 mécaniciens certifiés n'avaient pas réussi à identifier la semaine dernière. Elle a le même don que j'avais à son âge, peut-être même plus. » Hector sourit. « Tu vas lui offrir un stage ici ? » Déjà fait, elle commence le mois prochain avec un salaire digne, pas d'exploitation, et elle continuera à étudier. On va payer son cours technique. À ce moment, une voiture s'arrêta dans le parking. Klaus Schneider, l'ingénieur allemand, descendit avec une mallette sous le bras.
Il était revenu en France spécifiquement pour visiter le domaine et voir les changements et pour apporter quelque chose. « Iris », dit-il en s'approchant, tendant la mallette, « New Holland lance un programme de consultants techniques spéciaux pour l'Europe. Basé sur ce qui s'est passé ici, ils veulent des professionnels qui ont des connaissances profondes, réelles, pas seulement des certifications. Je vous ai recommandé. Si vous acceptez, vous formerez des techniciens dans 5 pays avec une autonomie totale sur les méthodes d'enseignement et d'évaluation. » Iris prit la mallette, feuilleta les documents. La proposition était généreuse, très généreuse. Mais elle regarda les jeunes travaillant dans le hangar. Geneste, avec les yeux brillants de fierté. Hector, qui était devenu un véritable allié. « Je vous remercie de la confiance, Klaus, mais ma place est ici. Ces jeunes ont besoin de quelqu'un qui comprend d'où ils viennent, quelqu'un qui a déjà marché dans leurs chaussures. Je ne vais pas abandonner ça. » Hector posa la main sur son épaule. « Iris, tu peux faire les deux. On ajustera ton agenda ici. Ces connaissances que tu as doivent atteindre plus de gens. » Iris pensa un moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais le programme de mentorat reste toujours la priorité. » Cet après-midi-là, quand les jeunes partirent et que le hangar devint silencieux, Iris resta seule quelques minutes. Elle marcha jusqu'à la vendangeuse Braud 9080X, la même qu'elle avait réparée cette aube qui avait tout changé. Elle passa sa main sur le métal rouge, sentant la chaleur du soleil accumulée sur la surface. Elle pensa à son père, Joseph Tavares, qui aurait été tellement fier de voir où elle était arrivée. Elle pensa à toutes les nuits à étudier seule, à toutes les humiliations qu'elle avait avalées, à toutes les portes qui s'étaient fermées devant elle. Et elle pensa à combien d'autres Iris existaient là-bas, invisibles, sous-estimées, attendant juste une chance. « On a réussi, papa », murmura-t-elle au vent qui passait à travers le vignoble. « On a prouvé que la vraie connaissance vaut plus que n'importe quel beau papier. Et maintenant, on va le faire pour d'autres aussi. » Quand elle sortit du hangar, le soleil se couchait, teignant le ciel d'orange et de violet. Hector attendait à la porte. Il tenait dans ses mains un livre à couverture rigide, tout neuf. Il le tendit vers elle. « Il est arrivé aujourd'hui de l'éditeur, premier exemplaire. » Iris prit le livre et lut le titre « Diagnostic pratique des équipements agricoles, un guide accessible ». Et en dessous, son nom, Iris Tavares. Le livre qu'elle avait écrit au cours des 2 dernières années, en français clair, avec des schémas simples, axés sur l'enseignement véritable. Un livre abordable que tout jeune avec un rêve et de la détermination pouvait acheter. « Ça va changer des vies, » dit Hector, « comme tu as changé la mienne. » Iris sourit, parce qu'elle savait que le monde était encore plein de préjugés, qu'il y avait encore 1000 batailles à mener. Mais elle savait aussi que chaque fois que quelqu'un choisissait de voir le talent au lieu du diplôme, la compétence au lieu de l'apparence, la connaissance au lieu du pédigré, le monde devenait un petit peu moins injuste. Et parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une chance, d'un outil, et de quelqu'un qui croit que la valeur d'une personne n'est pas dans ce qu'elle a, mais dans ce qu'elle sait faire. Et les amis, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Moteurs et Espoirs, de laisser un like et de nous dire dans les commentaires de quelle région de France vous nous regardez. Votre soutien compte énormément. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.